Salam alaikum. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais corriger avec vous un exercice concernant le chapitre sur le mouvement des planètes et des satellites. Cet exercice est extrait de l'examen national 2022, session normale pour l'option de sciences physiques. Alors lisons d'abord l'énoncé de l'exercice. Les satellites artificiels sont placés en orbite autour de la Terre pour des utilisations variées comme la météorologie, الأرصاد الجوية, les télécommunications, الاتصالات, la recherche scientifique, البحث العلمي, ainsi que le contrôle des frontières, مراقبة الحدود. Donc هادو هما من الأسباب علاش كنبلاسيو هاد les satellites artificiels sur des orbites autour de la Terre. Alors, l'objectif de cette partie est d'étudier quelques grandeurs caractérisant le mouvement d'un satellite artificiel autour de la Terre. Donc, on va étudier le mouvement d'un satellite S, artificiel bien sûr, de masse ms, dans un référentiel géocentrique supposé galiléen. Alors, rappelez-vous qu'un référentiel géocentrique, c'est le référentiel qui est le plus adapté pour décrire le mouvement à l'échelle des planètes, en particulier pour décrire le mouvement des satellites artificiels ou bien les satellites naturels, comme la Lune, par exemple, autour de la Terre. On admet que la Terre présente une distribution de masse asymétrique sphérique et on néglige toutes les forces exercées sur le satellite S devant la force d'attraction universelle exercée par la Terre, ainsi que les dimensions de S devant la distance qui dépend du centre O de la Terre. Donc ici, ça veut dire que la seule force qui s'exerce sur le satellite S, c'est la force d'attraction universelle exercée par la Terre sur le satellite S. D'accord? On néglige toute autre force. Et la dimension, bien la taille de S, donc il est négligeable devant la distance qui sépare S du rayon, disons du centre O de la Terre. Donc cette distance-là est très grande par rapport à la taille de S. Nous avons comme donné la valeur de la masse de la Terre, la valeur du rayon de la Terre et la valeur de la constante de gravitation universelle. Donc ce satellite S est placé sur une orbite du centre O, comme vous voyez ici, et de rayon R. R est égal à RT, donc c'est le rayon de la Terre, plus H1 qui est l'altitude qui sépare la surface de la Terre de la position de S, avec H1 est égal à 1000 km. Question 1.1. Parmi les propositions suivantes, choisir parmi les propositions suivantes celle qui est juste. Alors nous avons ici 4 propositions, A, B, C et D. Laquelle de ces 4 propositions représente l'expression de l'intensité de la force de gravitation universelle exercée par la Terre sur le satellite S. Alors ici, bien sûr, il faut tout simplement utiliser la définition. On sait que la force exercée par la Terre sur le satellite S est égale donc à G, la constante de gravitation universelle. Donc cette force-là est proportionnelle au produit entre les masses des deux objets, la Terre et la masse du satellite S, divisé par la distance qui les sépare au carré, avec R, donc c'est RT plus H1. Donc en remplaçant ici R par RT plus H1, donc il ne faut pas oublier le carré, on constate que l'expression, la bonne expression, c'est l'expression B. D'accord? Alors on va écrire tout simplement que l'expression de l'intensité, donc de la force de gravitation, est donnée par l'expression B. Et vous pouvez bien sûr écrire l'expression pour répondre à la première question, la question 1.1. Passons à la question suivante, la question 1.2. Alors en appliquant la deuxième loi de Newton, montrer que l'expression de la vitesse V du satellite S est donnée par cette expression. Donc on va chercher l'expression de la vitesse donc du satellite S en appliquant la deuxième loi de Newton. Alors la première étape, comme d'habitude, c'est le système étudié. Bien sûr, dans le cas de cet exercice, c'est le satellite artificiel S. Ensuite, on va faire le bilan des forces. Comme nous l'avons vu, la seule force qui s'exerce sur le satellite S, c'est la force d'attraction universelle. Pour le référentiel, alors comme mentionné dans l'exercice, c'est le référentiel géocentrique supposé galiléen. Donc on a besoin d'un référentiel galiléen pour appliquer la deuxième loi de Newton. Alors, en appliquant la deuxième loi de Newton sur le satellite artificiel S, ça veut dire que la somme des forces extérieures qui s'appliquent sur S est égale à sa masse, donc fois son vecteur accélération. Alors, donc, comme j'ai dit, la seule force qui s'exerce sur le satellite, c'est FTS.
et donc sa masse c'est ms, fois donc son vecteur accélération que je vais appeler as, ou bien donc ag, donc le centre d'inertie par exemple de s. Alors pour trouver l'expression de la vitesse, bien sûr, il faut passer des vecteurs vers les scalaires. Donc on doit projeter cette relation-là sur les axes d'un repère adapté pour décrire le mouvement circulaire. Et nous savons que les coordonnées des vitesses, donc des vecteurs vitesse et accélération, d'un objet qui est en mouvement circulaire, il s'exprime simplement dans le repère de Freinet. Donc on va considérer la projection de cette relation-là, donc que je vais appeler la relation 1, sur les axes du repère de Freinet. Alors le repère de Freinet est décrit par deux vecteurs unitaires, U qui est le vecteur tangentiel, il est tangent à la trajectoire de S et il suit donc le mouvement de S, ça veut dire qu'il est orienté dans le sens du mouvement, tandis que N, il est normal à U, donc il est perpendiculaire à U, et est orienté dans le centre, vers le centre de concavité de la trajectoire, d'accord? Vers le centre de la trajectoire de S. Et on sait que le vecteur accélération, donc dans le repère de Freinet, c'est la somme de deux composantes, le vecteur accélération tangentiel, qui est porté par le vecteur U, et le vecteur accélération normal, porté par N. Donc, on peut écrire bien sûr comme AT suivant U, plus AN suivant U. D'accord? Donc, je peux représenter ces vecteurs-là sur ce schéma. Donc, AT, il est porté par U, AN, il est porté par N. Et bien sûr, la somme, il faut tout simplement utiliser la méthode du parallélogramme pour tracer la somme, qui est AS. Donc lorsque je projette maintenant AS sur U, ça nous donne AT, et la projection sur N, ça nous donne tout simplement AN. Et donc ce qu'on va faire, on va projeter cette relation-là, la relation 1, sur donc les axes du repère de Freinet pour trouver l'expression de la vitesse. Donc la première remarque, c'est que la projection sur l'axe porté par U est nulle, parce que donc elles sont perpendiculaires. D'accord? Donc cette projection n'est pas importante. La projection qui est importante, c'est la projection sur N, parce que la force de gravitation universelle, elle a le même sens et la même direction que N, et donc sa projection sur l'axe porté par N, ça nous donne tout simplement plus FTS. Et pour l'accélération, comme j'ai dit, c'est tout simplement AN, d'accord? Alors on va remplacer FTS et AN par leur expression. Pour FTS, c'est l'expression dans la première question, donc c'est cette expression-là, d'accord? Et pour AN, donc l'accélération normale dans le repère de Freinet, elle est connue, donc l'expression c'est V carré divisé par ρ. Avec ρ, c'est le rayon de la courbure. Et dans le cas d'une trajectoire circulaire, c'est tout simplement le rayon de la trajectoire circulaire, de l'orbite circulaire, d'accord? Et donc on va remplacer AN par V carré sur R. Alors, donc on va chercher l'expression de la vitesse maintenant. On va simplifier ici par ms et par R ici, il nous reste tout simplement V carré est égal à G fois MT sur R. D'accord? Ce qu'on cherche, c'est V. Donc, on va faire rentrer la racine carrée pour se débarrasser de cette puissance 2. Et on trouve donc finalement, donc j'ai remplacé ici R par son expression qui est RT plus H1. D'accord? Et donc, en faisant donc faire entrer la racine carrée, on trouve finalement l'expression de V. Et c'est l'expression qu'ils ont demandé dans la question 1-2. D'accord? Passons à la question suivante, la question 1-3. Alors, vérifie que la période de révolution du mouvement de S autour de la Terre est égale à 1,75 heures. Alors, la période de révolution, c'est quoi? Nous avons vu dans le cours que c'est la durée nécessaire pour parcourir une circonférence de longueur égale à 2πr. Donc, c'est le périmètre d'un cercle. Avec R, c'est le rayon du cercle. D'accord? Ou bien, je peux dire tout simplement que c'est la durée mise par le satellite S pour accomplir un tour complet autour de la Terre. D'accord? Donc, puisque ici, donc, le satellite est placé sur une orbite circulaire, donc on peut appliquer la définition que nous avons vue dans le cours. L'expression de la période de révolution est donnée par 2πr, donc qui est le périmètre de cette orbite circulaire, divisé par v, qui est la vitesse de S. Donc on va remplacer R et V par leur expression. R c'est RT plus H1, tandis que V, donc c'est l'expression que nous avons trouvée ici dans la question 1-2. Alors c'est racine de RT plus H1 sur G fois MT. Donc j'ai inversé ici
le numérateur avec le dénominateur parce que V est dans le dénominateur. Remarquez ici que nous avons RT plus H1 ici et RT plus H1 ici. Donc il vaut mieux faire entrer RT plus H1 à l'intérieur de la racine pour trouver une expression plus simple pour l'application numérique. D'accord? Donc finalement, on a RT plus H1 à la puissance 3. Alors, on va faire maintenant l'application numérique. Nous avons T1 égale à 2pi racine de donc RT plus H1. RT c'est 6380, H1 c'est 1000 km. Mais bien sûr, on doit d'abord calculer la valeur de la période de révolution en utilisant le système international qui est la seconde. Et donc, il faut convertir le kilomètre ici en mètres, qui est donc l'unité du système international pour les longueurs. Alors, nous avons 6380 plus 1000 fois 10 à la puissance 3 pour convertir donc le kilomètre en mètres. Il ne faut pas oublier la puissance 3 que nous avons ici, divisé par G, donc la valeur de la constante de gravitation universelle, c'est 6,67 fois 10 à la puissance moins 11 fois mt, donc la masse de la Terre qui est 5,97 fois 10 à la puissance 24 kg. Et donc, en faisant ce calcul, on trouve que T1 est égal à 6312,68 secondes. Mais bien sûr, dans l'exercice, ils ont demandé de trouver cette valeur-là en heures. D'accord? Et on sait qu'une seconde, c'est 3600, une heure, donc c'est 3600 secondes. Donc, pour convertir la seconde en heure, il faut diviser par 3600. Et donc, en faisant ça, on trouve que T1 est égal à peu près 1,75 heures. Et c'est la valeur qu'ils ont demandé dans la question 1.3. Passons à la dernière question, la question numéro 2. Alors, le satellite S est placé sur une orbite circulaire située à une altitude h2 de la surface de la Terre. Il a alors un mouvement circulaire uniforme de période de révolution T2 égale à 24 heures. En utilisant la troisième loi de Kepler, déterminer l'altitude h2. Ça veut dire la valeur de l'altitude h2 en utilisant la troisième loi de Kepler. Alors, rappelez-vous que nous avons vu dans le cours que lorsque vous avez une trajectoire circulaire, la troisième loi de Kepler, il s'écrit sous cette forme-là, donc c'est t carré sur r à la puissance 3, avec r c'est le rayon de ce cercle, la trajectoire circulaire, est égal à une constante. D'accord? Donc on va utiliser cette loi, la troisième loi de Kepler, dans le cas d'une trajectoire circulaire, pour déterminer la valeur de h2. Autrement dit, donc on va chercher cette équation-là, T2 sur R à la puissance 3 égale à une constante, pour l'altitude H1, parce que donc H1, lorsque le satellite se trouve à l'altitude H1, nous avons dit que nous avons aussi une trajectoire circulaire. Donc on va appliquer la troisième loi de Kepler pour H1 et on va faire l'analogie pour H2. D'accord? C'est la manière la plus simple pour trouver la valeur de H2. Alors, comme je viens de dire, dans le cas des planètes ou des satellites, dont la trajectoire est assimilable à un cercle de rayon R, voici l'expression de la troisième loi de Kepler. D'accord? Et lorsque le satellite S est situé donc à l'altitude H1, nous avons aussi une trajectoire circulaire, donc on va chercher t carré sur R à la puissance 3. Alors, on va utiliser cette relation-là. Nous avons ici T1, qui est la période de révolution dans ce cas. Alors, T1 carré, c'est quoi? C'est 4pi carré. Et on va éliminer la racine ici. D'accord? Donc T1 carré, c'est quoi? C'est 4pi carré. Et RT plus H1 à la puissance 3 divisé par G fois MT. Donc RT plus H1, c'est R. D'accord? Donc nous avons ici R à la puissance 3. Donc T1 carré sur R à la puissance 3 est égal donc au reste. Donc T1 carré sur RT plus H1 à la puissance 3 est égal à 4pi carré sur G fois MT, qui est bien sûr une constante. D'accord? Selon la loi de Kepler, mais aussi selon donc, les grandeurs que nous avons ici. Ici, G, c'est la constante de gravitation universelle. MT, c'est la masse de la Terre qui est une constante. 4pi carré, c'est un nombre, donc c'est une constante. Donc, de la même façon, puisque donc, nous avons ici une constante, par analogie, lorsque le satellite S est situé à l'altitude H2, donc on aura cette expression-là pour la troisième loi de Kepler. J'ai remplacé tout simplement T1 par T2, qui est la période de révolution dans le cas où le satellite se trouve à l'altitude H2. Et j'ai remplacé H1 par H2, d'accord? Donc c'est l'altitude de
du satellite dans ce cas. Ici, 4 pi carré sur g fois mt, comme nous l'avons dit, c'est une constante. Alors, vous avez donc cette expression-là égale à une constante. CLC est égal à une constante. Ça veut dire que cette expression-là égale tout simplement à cette expression-là. D'accord? Donc, ce qu'on cherche, c'est H2. Donc, on va essayer de l'isoler. Donc, remarquez ici que nous avons la puissance 3. Donc, nous devons d'abord se débarrasser de cette puissance-là. Donc, je vais faire le tout à la puissance 1 tiers. Donc, des deux côtés. D'accord? À ce moment-là, je vais obtenir ici 2 tiers. D'accord? Ici, donc, 3 sur 3, c'est 1. D'accord? Donc, voici l'expression que nous avons maintenant. Ensuite, donc, je vais multiplier des deux côtés par RT plus H2 et RT plus H1. D'accord? Donc, ou bien tout simplement, je vais déplacer RT plus H2 ici, T1 ici et RT plus H1 ici. D'accord? Et on obtient donc RT plus H2 est égal à cette expression-là. Ce qu'on cherche, c'est H2. H2, c'est cette expression-là moins RT. D'accord? Voici donc l'expression de H2. Il reste maintenant à faire l'application numérique. Alors nous avons T2, c'est quoi? T2, c'est 24 heures, divisé par T1 que nous avons calculé ici, c'est 1,75 heures. Donc puisqu'il s'agit de l'heure pour les deux, donc on n'a pas besoin de convertir à la puissance de tiers, fois donc RTC 6380 km plus 1000 km pour H1, moins donc 6380 km qui est donc le rayon du cercle, le rayon de la Terre, pardon. Alors en faisant ce calcul, on trouve que H2 est égal à peu près 35 904 km. Et donc cette altitude-là, elle correspond à l'altitude d'un satellite géostationnaire. Donc rappelez-vous que nous avons vu dans le cours qu'un satellite géostationnaire, c'est un satellite qui reste immobile pour un observateur terrestre. Donc pour un observateur terrestre, lorsque un satellite il se trouve à cette altitude-là, il est immobile, donc il ne bouge pas pour un observateur sur Terre, d'accord? Alors, donc, c'était la dernière question de cet exercice. Si vous avez des questions concernant ce que vous avez vu, utilisez la section des commentaires ou bien contactez-moi par email. À la prochaine fois. Salam alaikum.